Thank you everybody for being there. I'm really thrilled to spend this time. Nous sommes vraiment très heureux de passer ce temps ensemble. Nous avons ensemble 1 heure pour évoquer le sujet du traumatisme, des femmes et de la santé mentale et de ce magnifique congrès que tu as mis sur pied. Oui, en effet, je suis aussi ravie d'en parler. J'ai hâte. Alors, Tracy, tu es psychologue clinicienne spécialisée dans les traumatismes, notamment les traumatismes de développement et aussi spécialisée dans tout ce qui est stress et neurosciences. Tu es directrice de PECI UK, PECI Royaume-Uni, que tu as fondé à la base sous le nom de Psychothérapie Excellence. Et c'est pour cela que nous nous sommes rencontrés grâce à Deirdre Fay. J'aimerais en profiter pour la remercier. Tout à fait. C'est un ange. Oui, c'est bien vrai. Et donc, PECI Royaume-Uni, c'est une organisation à but non lucratif qui est aujourd'hui le plus grand portail de formation continue au Royaume-Uni. Et à Quantum Way, nous avons décidé de faire un partenariat avec PECI Royaume-Uni, de nous associer il y a quelques mois pour apporter aux francophones certaines des incroyables formations et congrès que vous organisez avec quelques-uns des formateurs et des formatrices les plus renommés dans le domaine de la psychothérapie. Et l'idée, c'était vraiment de rendre cela accessible aux francophones. Et c'est vraiment la mission de Quantum Way de réaliser cela. Donc, un très grand merci. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Il y a le congrès qui commence la semaine prochaine, donc merci de passer cette soirée avec nous. Eh bien, c'est un plaisir absolu pour moi d'être en votre compagnie aujourd'hui et aussi de vous parler des magnifiques choses que nous faisons avec votre équipe à Quantum Way et avec les gens en Europe en général. Donc, merci à vous aussi. Est-ce que tu aimerais nous parler un peu plus de ce qui t'a amené à créer cette entreprise, Psychotherapy Excellence, qui est devenue maintenant PECI Royaume-Uni? Je trouve que l'histoire est intéressante. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé mon voyage en psychothérapie en l'an 2005, autour de 2005-2006. J'ai vécu une petite dépression, donc j'avais vécu moi-même quelques expériences négatives pendant mon enfance, ce qu'on appelle ces ACE. Et donc, je suis allée me former en psychothérapie et vers 2011, j'ai eu la grande chance de participer à certains comités. Donc, j'étais psychothérapeute et j'étais un peu comme une mouche sur le mur en écoutant diverses conversations dans ces comités dont je faisais partie. Et une des choses dont j'ai pris conscience, en tout cas au Royaume-Uni, c'est qu'il y avait tellement de disputes entre les différentes modalités, la thérapie psychocorporelle qui trouvait que les psychothérapeutes transpersonnels c'était pas bien et les transpersonnels critiquaient les psychanalystes et je me suis dit mais là c'est ça vraiment cette thématique centrale de la division que nous tentons de guérir. Tu sais, le soit, le noir-blanc, le toi et moi, le nous et vous. Et dans mon monde à moi, avant cela, enfin, c'est comme ça, c'est ce que j'ai pu constater qu'il y avait dans ce monde de la psychothérapie. Et une des choses que j'ai tenté de créer, Florence, c'est une plateforme qui pourrait faire se rejoindre tout le monde. Une plateforme qui était à la fois et qui était eux et nous, moi et toi, toutes les modalités, toutes les approches ensemble qui seraient réunies sur une seule plateforme. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose non plus. Il n'y avait rien en fait sur le marché pour permettre de faire s'unir les personnes, clairement pas au Royaume-Uni et non plus à l'étranger par rapport à ma façon de voir cette espèce de multiplicité du soi et des approches. Donc, grâce à mes nombreuses années passées dans le marketing avant cette carrière de psychothérapeute, j'ai pu conceptualiser cela, développer un site internet et lancer un business, une entreprise que j'ai lancée en 2012. Et ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai vendu cette entreprise-là et nous avons fondé cet organisme non lucratif, PECI Royaume-Uni, dont je suis encore la directrice. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. Ça a commencé par mes propres problématiques, le fait que je les ai surmontées et que j'ai vraiment eu cette
cette passion d'aller guérir ces conflits internes qui existent dans notre métier, dans notre profession de thérapeute. Et mon objectif, c'était de vraiment faire en sorte que les gens et les communautés se réunissent, se rassemblent. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Nous sommes le plus grand portail de formation au Royaume-Uni et je crois même en Europe par rapport à l'offre que nous proposons. Et PECI États-Unis est aussi un très grand fournisseur de formation continue dans le monde. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter des formations pour aider les gens à comprendre les différentes approches et vraiment faire de la formation continue qui soit accessible à un grand nombre de gens dans le monde entier. Eh bien, je suis surprise de savoir que nous avons quelque part un parcours semblable parce que moi aussi, j'ai fait du marketing avant de devenir thérapeute. Tu sais, Tracy, je n'ai pas créé Quantum Way, mais j'ai rejoint Quantum Way il y a 2 ans de cela et c'est vraiment une magnifique aventure que je vis et je trouve magnifique que nous ayons ces correspondances. Oui, et comme on dit, les grands esprits se ressemblent et au cours de ces 2 mois qui viennent de se passer, faire connaissance avec toi, avec Marc, avec Lise, avec Anne-Laure, avec ton équipe, j'ai vraiment l'impression que ce sont tous ces esprits qui se sont rencontrés pour créer quelque chose basé sur les valeurs, des congrès, des formations, des choses qui comptent. L'idée, c'est vraiment de faire la différence et je vois que nous avons vraiment la même idée et nous sommes sur la même trajectoire. Alors, c'est toi qui as lancé ou qui as mis sur pied cet incroyable congrès qui va se passer la semaine prochaine, le 18 et 19 novembre, et dont nous faisons partie en tant que fournisseur de francophones. Je ne sais pas comment dire ça. Bref, on va faire traduire ce congrès en français. On est partenaires, on est les autres, on est les francophones. Alors, ma première question, c'est pourquoi avoir mis sur pied ce congrès et pourquoi est-il aussi crucial, aussi essentiel de parler des femmes, du traumatisme et de leur santé mentale. À quoi ça sert finalement? Pourquoi pas juste un congrès global sur la santé mentale? Pourquoi cette thématique des femmes? Alors, tu sais, je pense qu'il y a 2 éléments qui m'ont fait réfléchir à cibler le congrès sur les femmes en particulier. L'an dernier, il y a la pandémie et des amies à moi, des femmes que je connais, eh bien, elles s'occupaient des enfants, du ménage, elles travaillaient à temps plein et elles tentaient d'élever leur famille en pleine pandémie. Donc, ce que j'entendais, ce que je voyais, c'était ce point de vue-là de ce qui s'est passé pour les femmes quand le monde a vécu cette crise pratiquement planétaire. Et en même temps, il y a eu certains assassinats aux États-Unis, des femmes qui avaient été extrêmement maltraitées par la police américaine et ces images sont devenues virales dans le monde entier. Et en même temps, je suis en train de faire un master en neurosciences appliquées à King's College, à l'université à Londres. Et ça a commencé à peu près maintenant, il y a 1 année. Enfin, ça a commencé il y a à peu près 12 mois. Et on a étudié différentes choses au sujet du cerveau et du traumatisme du développement. Et ce qu'on a pu constater, c'est des taux élevés de stress post-traumatique, de ces traumatismes qui sont compilés dans le DSM, des taux plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Et cette statistique, en plus de ce que j'entendais sur le COVID et ses conséquences sur les femmes, en plus de ces assassinats perpétrés aux États-Unis, en plus de ces recherches universitaires que je menais, je me disais, mais j'en ai marre d'entendre tout ça. Je vois pratiquement tous les jours dans ma clinique des clients et des clientes, et pourtant ces statistiques que je vois à l'échelle planétaire, eh bien, les statistiques liées aux femmes, en fait, sont bien plus... on voit dans ces statistiques que les femmes sont bien plus touchées que les hommes. Alors, il y a encore, bien sûr, il y a une évolution, bien sûr, qui est en train de se passer. Les hommes se sentent maintenant
de plus en plus en sécurité pour partager des choses au sujet de leur santé mentale et de leurs émotions, etc. Donc, bien sûr, il y a encore des recherches supplémentaires à faire, mais je crois que quand on commence à avoir des chiffres vraiment très basés sur les preuves, sur les faits liés aux troubles traumatiques, à la violence sexuelle, à la violence conjugale qui a escaladé de façon massive pendant le Covid, je me suis dit que ce serait vraiment le bon moment pour lancer ce concept. Donc, ça a très bien marché déjà l'année passée. On a fait quelque chose à plus petite échelle, mais on s'est dit cette année qu'on allait en faire quelque chose de plus large. Culture, racisme, misogynie, abus, agression. Cela n'est pas lié à un manque de respect envers les hommes, mais l'idée, c'est vraiment de rassembler de façon planétaire les femmes en leur apportant les meilleures cliniciennes du monde pour parler de comment, en tant que thérapeute ou simplement en tant que profane, à quoi faisons-nous face par rapport à cette thématique-là? Comment est-ce que nous pouvons aider à contribuer à cette mission planétaire consistant à guérir le traumatisme et peut-être à moyen terme pouvoir diminuer ces statistiques liées au fort taux d'incidence de ces agressions-là chez les femmes et de ces traumatismes? Je me souviens que Janina Fisher nous a dit que 75% des personnes diagnostiquées borderline sont des femmes. En effet. Et Janina Fisher va nous parler justement de cette thématique parce que cela est vraiment lié à un traumatisme. Et la mission de Janina Fisher, c'est vraiment, elle aimerait que nous changions notre vision des borderline. Il y a aussi beaucoup de diagnostics qui sont erronés, ces diagnostics de femmes comme borderline, parce qu'on ne voit pas le traumatisme sous-jacent à ce diagnostic de DSM. Tout à fait. Et en plus de cela, Florence, il n'y a pas que le borderline, mais il y a aussi les borderline, mais il y a aussi beaucoup d'autres troubles de la santé mentale. Alors, on ne peut pas vraiment mettre de côté la biologie, mais on peut regarder la façon dont, et d'ailleurs ces expertes vont nous en parler en détail, comment le trauma nous influence, quel impact cela a sur nous au quotidien, n'est-ce pas? Eh bien, ça peut être lié à j'appelle une amie pour dire je suis en train de faire une crise d'angoisse, ou bien la nuit passée j'ai pas pu dormir parce que j'avais tellement de flashbacks, ou j'ai des insomnies constamment. Donc quand on pense à ces statistiques comme ces 75% mentionnés par Janina, ou l'autre pourcentage, je crois que c'est une femme sur 3 à l'échelle mondiale qui a déjà vécu des violences physiques ou sexuelles, eh bien cette statistique elle est énorme, elle est vraiment conséquente, et il n'y a pas que cela. Il y a aussi, vous savez, on croit que on doit avoir un diagnostic pour qu'on se dise il y a quelque chose j'ai un problème, il y a quelque chose qui cloche chez moi. D'accord, mais en fait, je veux dire, il y a différentes catégories possibles et il y a aussi des médicaments attachés à ces différents troubles, mais il faut aussi se dire que certains comportements deviennent normaux quand on est soit émotionnellement, soit physiquement, soit sexuellement, soit autre chose, victime d'agression. Et donc, ce congrès vise aussi à normaliser certains des problèmes ou des symptômes que vivent juste des femmes standards, moyennes, jour après jour, sans avoir été diagnostiquées forcément. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent que, par exemple, une femme peut dire, bon, ok, ce médecin m'a donné un diagnostic de personnalité borderline. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et ça a un énorme impact sur la socialisation de la personne. Donc, ça, c'est vraiment un problème énorme auquel nous sommes confrontés. Et en particulier en lien avec les femmes. Parce qu'en général, ce sont les femmes, justement, qui reçoivent ce diagnostic. Oui. Et que dirais-tu de... Je crois qu'il y a aussi un autre sujet qu'il nous faut aborder davantage, c'est le traumatisme racial. Le fait que les femmes sont peut-être plus influencées ou plus souvent victimes de ce genre de traumatisme, plus vulnérables envers cela, n'est-ce pas? Oui, il y a de plus en plus d'éléments de preuve qui indiquent que... Et c'est intéressant ta question, parce qu'il y a de plus en plus de preuves qui nous demandent d'investiguer l'impact du traumatisme racial sur les hommes et sur les femmes. Mais pourquoi y a-t-il de plus en plus de preuves qui vont dans ce sens? Je veux dire par là, pourquoi est-ce que ce sujet
nous ne l'avons pas investigué il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans de cela. Et maintenant, étant donné que beaucoup d'organisations que je connais, la nôtre, la vôtre très probablement, sont devenues des organisations qui s'opposent au racisme. Mais ces investigations auraient dû commencer plus tôt, bien plus tôt. Mais ce n'est que maintenant que des entreprises, on les oblige pratiquement à cocher des cases pour s'assurer qu'il y ait assez de recherches qui portent sur ces sujets-là. Et si on y réfléchit, alors bien évidemment, moi, je suis une femme blanche de classe moyenne. Et j'ai eu pour idée de me dire, je ne peux pas juste organiser ce congrès de la semaine prochaine en tant que femme blanche de classe moyenne. Donc, nous avons décidé de nous associer à Ebony Webb, qui est une psychologue incroyable, qui est une femme de couleur, pratiquement pour représenter dans un sens ce dont je parlais avant, qui est commencer d'avoir les deux, d'avoir eux et nous, d'avoir et. Donc, du point de vue du congrès, nous tendons vraiment de modéliser le et l'inclusion que nous voulons voir. Parce que par rapport à ma socialisation et mon cadre, eh bien, Ebony va nous apporter quelque chose de très intéressant et nous faire vraiment comprendre davantage tout ce qui porte sur les femmes, en particulier du point de vue d'une femme de couleur, à laquelle ce point de vue que nous pouvons négliger ou oublier, ne l'ayant pas vécu nous-mêmes. Donc, par rapport à ta question, Florence, les femmes et la race, eh bien, malheureusement, les gens de couleur ont été socialisés depuis des centaines et des centaines d'années d'une certaine façon. Et je vais vous parler aussi de neurosciences, d'épigénétique. Eh bien, il y a des facteurs de vulnérabilité qui font que ces personnes ont été plus vulnérables. Par exemple, les hommes noirs sont plus susceptibles de souffrir de schizophrénie que les hommes blancs. Et c'est compréhensible étant donné le type de socialisation qu'ils ont vécu en termes de discrimination raciale par rapport à, si on y ajoute aussi le fait d'arriver dans une culture différente, en particulier pour les migrants, eh bien, du point de vue clinique, on peut vraiment comprendre pourquoi les jeunes hommes ou les hommes dans la vingtaine peuvent être plus susceptibles de souffrir de schizophrénie ou de psychose quand ils sont noirs. Parce que, je veux dire, ce n'est pas la normalité pour nous, mammifères, de vivre autant de traumatismes sans développer certains comportements particuliers. Et car par ces comportements, c'est le cerveau qui montre combien de stress on a vécu. Donc même si on ne va pas parler des hommes dans ce congrès, on va clairement parler beaucoup des femmes et vraiment souligner l'importance de ces tentatives de guérir le racisme systémique. À quoi ça ressemble quand les personnes de couleur souffrent de ces traumatismes et comment nous, les Blancs, nous pouvons considérer et envisager notre blanchitude et commencer aussi à examiner nos pensées intérieures liées à la racialité. Oui, merci d'évoquer cela parce que je pense que il y a de nombreux psychothérapeutes qui sont encore des personnes blanches et comme tu l'as dit, moi je suis exactement comme toi, une femme blanche de classe moyenne et il est important que nous en tant que thérapeutes travaillions cela parce que nous sommes tous porteurs de ces, comment appeler ça, de ces choses liées à la race, de ces idées liées à la race, même si elles ne sont pas conscientes, dans notre inconscient, dans notre subconscient, il y a énormément de choses qui nous viennent de générations passées. Nous avons parlé du congrès du traumatisme transgénérationnel en octobre, on t'a accompagné également lors de ce congrès sur le traumatisme transgénérationnel. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il nous faut aborder. Oui, et j'aime beaucoup ce que tu viens de mentionner. C'est pas quelque chose qu'on pourrait peut-être aborder. Non, c'est un impératif absolu, pratiquement biologique, si nous voulons
commencer à contribuer à nous guérir de ces je ne sais combien de centaines d'années. Parce que tu sais, ça crée énormément de divisions. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette entreprise, mon entreprise en 2012. C'était quand j'ai identifié cette division. Et cette division, c'est aussi ce qui se passe avec la race. C'est ce qui se passe en nous. C'est ce qui se passe pour les humains quand nous nous clivons, quand nous nous séparons, quand nous nous fragmentons et quand l'autre devient l'autre. Cette altérité. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai hâte vraiment en particulier pendant ce congrès au sujet des femmes, de regarder comment nous pouvons évoquer le racisme systémique, les communautés marginalisées et d'identifier ce que nous pouvons faire davantage pour vraiment faire en sorte que cette voix de groupe, cette voix collective féminine puisse émerger, car il s'agit là d'une voix extrêmement puissante dans la plupart des pays, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays, les femmes sont encore trop souvent réduites au silence. Oui, je pense que nous tous et nous toutes, en tant qu'êtres humains, nous devrions conscientiser toujours plus qu'il y a énormément de femmes qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas le droit de parler de leur traumatisme, de leurs conditions, de leur situation. Elles ne l'osent même pas. Et peut-être que parfois elles ne savent même pas qu'elles ont ces traumatismes à l'intérieur. Pour elles considèrent cela comme normal, comme faisant partie de ce qu'elles ont vécu et c'est tout. Oui, et je pense que cette conversation ouvre vraiment presque une boîte de Pandore, on pourrait dire, parce que dans un sens, jamais nous ne chercherons à manquer de respect envers certaines cultures. Mais d'un autre côté, il y a certaines cultures qui ont un impact sur les droits des femmes, où on réduit les femmes au silence, et ces femmes ne sont même pas conscientes d'une possibilité de liberté. Eh bien, cela nous fait quand même remettre en question certaines cultures. Donc, comment être avec cette multiplicité, cette matrice complexe de ce que signifie culture, socialisation, être un homme, être une femme. Et nous devons considérer tout cela pour tenter de vraiment contribuer à ce défigement de la voix de la femme dans ces endroits où les femmes, à travers leur socialisation, ont été catégorisées dans certains rôles dans la société. Oui, je réfléchissais parce que je t'ai entendu converser avec Ebony Webb, et je suis très très heureuse de savoir que vous serez toutes deux animatrices de ce congrès, parce que nous n'allons pas pouvoir faire traduire en direct toutes les conférences du congrès, étant donné que certaines se passent de façon simultanée, en même temps. Donc, nous avons dû choisir une série de conférences. Et il y aura parmi ces conférences une discussion entre toi et Bonnie. Et je vous ai entendu toutes deux, lors d'un autre entretien, évoquer ce que vous deux, vous faites dans votre travail clinicien. Comment est-ce que vous aidez les femmes justement à avoir voix au chapitre, à évoquer leur traumatisme? Comment vous réussissez à les faire sortir de ce silence auquel elles sont réduites si souvent? Et je pense que c'est intéressant. J'aimerais bien t'entendre parler de cela. Oui, et tu sais, je pense que la voix, c'est une façon de trouver, d'avoir voix au chapitre, mais je pense aussi qu'aucune voix, c'est une voix. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, tu sais, quand on travaille avec les femmes, et comme tu l'as dit avant, je travaille beaucoup avec le traumatisme et le traumatisme développemental, donc si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui n'arrive pas à parler, ce qui arrive très souvent, en particulier lorsqu'il y a eu des événements atroces, il est très courant que le langage verbal ne soit pas là, ne soit pas présent. Eh bien, la simple notion d'être dans le contact, en disant « je vois que c'est vraiment très difficile pour vous de trouver des mots », ou bien on dirait que pour vous, c'est plus sûr de ne rien dire et de rester silencieuse. Tu vois, simplement contacter le cœur des gens de cette façon-là, c'est déjà un tremplin qui peut nous permettre de trouver sa pleine voix. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça déjà, mais en tout cas de défiger déjà
cette force vitale de la femme et de mettre plus de mouvement dans la force vitale de la femme en tant que personne. Donc, qu'il y ait voix, c'est-à-dire que la femme retrouve sa voix, ou qu'il n'y ait pas de voix, il y a toujours quand même une communication. Et je crois que, en tant que thérapeute, de mon point de vue, ce que nous faisons, c'est d'établir ces contacts subtils qui tentent d'aborder ceux qui se montrent dans notre cabinet. Quoi que cela soit. Et notre rôle en tant que thérapeute, c'est vraiment d'entrer en lien, de créer le rapport de la façon énergétique, j'ai envie de dire, juste sans dire trop ou sans dire pas assez, de façon à ce que les femmes puissent ensuite apprendre à établir ce lien avec elles-mêmes, ce lien entre elles-mêmes et cette partie d'elles-mêmes. Oui. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Ah, excuse-moi, je crois que je me suis retrouvée prise dans une partie de moi qui dit quelle est la chose la plus importante que nous ayons à dire à notre public de ce soir, aux gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a aussi également beaucoup d'hommes et il est important de savoir que ce n'est pas alors c'est un congrès sur le sujet des femmes, du traumatisme et de la santé mentale, mais c'est un congrès qui ne s'adresse pas qu'aux femmes, il s'adresse à tout le monde. Et voilà, je voulais revenir à ce sujet-là. Et je crois que ce que tu disais au sujet de notre rôle en tant que thérapeute, quand tu dis même quand il y a absence de voix, il y a aussi voix, je dirais que cela ne s'applique pas qu'au thérapeute, mais quand on est quelqu'un qui a envie d'être avec l'autre, de se soucier de l'autre, que ce soit un enfant, un partenaire, un conjoint, une conjointe, un ami, une amie, parfois quand on voit des gens qui sont vraiment dans leur tristesse ou dans leur colère, ou dans quelle que soit l'émotion qui est là, la première chose à faire, c'est pas de quoi as-tu besoin, pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qu'il te faut, c'est juste être avec. Et ça, c'est quelque chose, je sais que toi et moi, en tant que thérapeute, nous avons appris cela. Pas tous les thérapeutes l'ont forcément appris, cela dit, mais vraiment juste le être avec, de façon à ce que le système nerveux de la personne, les systèmes nerveux des deux personnes en face l'une de l'autre puissent s'harmoniser et que cela puisse créer un espace de sécurité et de sûreté. Et je crois que tout ce que nous apprenons lors de nos congrès ou lors de conversations comme celle-là, eh bien, ça ne s'applique pas seulement à notre rôle de thérapeute, mais aussi simplement à ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain dans notre lien avec les autres. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il nous faut amener au monde. C'est pas juste quelque chose qui est pour les thérapeutes. C'est vraiment une question qui touche tout le monde. Et ce que nous pratiquons et ce que nous apprenons dans notre cabinet, ce que nous pratiquons dans nos cabinets peut vraiment se propager à toutes les personnes qui sont simplement en lien avec d'autres. Je suis très heureuse que tu aies mentionné ça parce que, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sens tellement chanceuse, d'être vivante en 2021. Alors, oui, grâce à l'Internet, grâce au magnifique travail fait par certaines personnes, je crois que ce que nous voyons, c'est la prolifération de l'éducation par rapport à la santé mentale. Et cela s'adresse à n'importe quelle personne dans la société. Il y a actuellement toute une société qui est en train de changer, ou je pourrais même dire qui a changé déjà. Si on regarde Spotify, Amazon, tous les livres de développement personnel, tous les podcasts que l'on peut trouver, que ce soit le prince Harry, la famille royale, ou d'autres choses, des personnes, ou bien juste le choc du suicide de Robin Williams, l'acteur. Je veux dire, on est tous reliés actuellement et on est tous impactés quand il se passe quelque chose, que ce soit par exemple, apporter davantage d'éclairage sur les problèmes de santé mentale ou à assister ou voir un de nos modèles faire quelque chose qui nous touche. Et je crois que dans ce sens-là, on a beaucoup de chance de vivre à notre époque parce que
il y a 30 ans de cela, si on avait fait ça, les gens nous auraient dit, mais c'est quoi, vous fabriquez quoi là? Alors que actuellement, quand on dit, on peut dire non, ça le fais pas, ou bien quand tu as dit ça m'a vraiment fait mal, ou bien aujourd'hui je me sens pas vraiment dans mon assiette. Et ça devient de plus en plus la norme, pas seulement pour les thérapeutes, mais aussi pour les personnes lambda. Et donc ça veut dire que, comme tu l'as souligné, en effet, Florence, ce congrès sert aussi à amener ces choses que nous savons de façon innée en tant que thérapeute aux gens qui sont des profanes dans le domaine de la thérapie, mais qui pourront s'en servir dans leur relation avec les autres, dans leurs liens, mais aussi, ce qui est plus important encore, dans leur relation avec eux-mêmes. C'est-à-dire, je peux dire oui et je peux dire non. Et ça, très souvent, ça s'avère être la chose la plus importante dans notre société, souvent pour les femmes. Le droit de dire non, fais pas ça, non, ne me parle pas comme cela, non, je suis pas comme ceci ou comme cela, non, tu peux pas me traiter comme ça, stop, arrête. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, cette période que nous vivons est vraiment un moment très puissant de ce point de vue-là. Oui, et il y a une question qui nous vient d'Aurore dans les questions-réponses. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les dans l'onglet questions-réponses et non pas dans l'onglet discussion. Et déjà, posez-nous des sujets sur la thématique du congrès et il est possible que nous tentions de répondre à ces questions. Enfin, il y aura deux sortes de questions, on peut dire questions spécifiques sur le congrès, oui, mais on aimerait quand même d'abord des questions sur la thématique du congrès. Alors, la question, c'est comment faire quand cela nous consume à un tel point qu'on est juste en mode survie et rien d'autre? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Comment faire quand ça nous ronge au point de ne faire que survivre? Question d'Aurore. Eh bien ça, je pense que c'est une question essentielle parce qu'on dirait que Aurore ici se décrit elle-même ou parle peut-être d'une autre personne, mais juste le fait de remarquer que je suis en mode survie, remarquer que c'est comme ça que ça se passe depuis un moment. Eh bien, remarquez simplement que c'est se mettre en mode survie qui vous a permis de traverser ce qui vous est arrivé, quoi que cela fût. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à réaliser. Et quand je vous parle de remarquer, c'est pas juste remarquer, ah oui, c'est vrai, bon, ben, je suis en mode survie et... Non, quand... Alors, ce prénom en français, c'est Aurore. Je sais pas, je connais pas le français. C'est un homme ou une femme? C'est une femme, d'accord. Donc... juste remarquez que le mode survie vous a aidé à traverser ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et en remarquant cela, vous pourriez vous dire, OK, si j'ai été jusqu'ici en mode survie, mais je n'ai pas toujours été en mode survie, mais le fait de le remarquer peut m'aider à me désamalgamer de ce mode survie. Je ne suis pas obligée d'être dans ce mode survie à tout moment, tout moment. Donc, simplement être consciente de son état peut vous aider à vous détacher, à vous remémorer, par exemple, un moment où vous n'étiez pas en mode survie. Donc, ce que nous commençons à examiner ainsi, c'est, eh bien, le système nerveux peut être en mode survie ou une certaine partie de la personne peut être en mode survie. Mais ensuite, on peut prendre un peu de distance par rapport à ça et se dire, tiens, je remarque que, par exemple, quand je suis avec mon fils ou ma fille ou, je sais pas, avec des amis ou quand je cueille des fleurs ou peu importe dans quelle activité ou dans quelle situation, quand je suis là, eh bien, je suis pas en mode survie. Et même si ça ne dure qu'une seconde, et après, le remarquer pendant 5 secondes. Puis, remarquer différents moments où, à quel moment est-ce que je suis plus en mode survie? D'accord, je réalise que je suis plus en mode survie quand il y a tel déclencheur, telle activation. Simplement, prendre conscience de ces choses-là est une vraie bénédiction, parce que cela signifie que vous pouvez commencer à remarquer bien davantage quels sont vos états, quelles sont leurs nuances, les subtilités, les moments où vous n'êtes pas finalement dans ces états-là, les moments où vous y êtes plus qu'à d'autres. Et ça aussi, c'est lié à la relation à soi. Oui, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre nous, femmes aux hommes, ou nous, hommes aux autres, etc.
Mais ce qui compte vraiment ici, c'est cette relation où on commence à se poser la question, quel est mon lien avec certaines parties de moi ou certains états de moi? Comment je me mets en relation avec ces parties ou ces états? Quelle que soit la terminologie qu'on utilise pour les appeler, pour les désigner. Et j'aimerais ajouter aussi à cela que oui, comme tu l'as dit, il est important de remarquer que c'est un mode survie et mode survie sert à survivre. Cela veut dire que ça nous aide justement à rester en vie, à être en vie. Et on pourrait dire que c'est un signe de résilience. C'est le début de cela en tout cas. Donc, il s'agit de se témoigner de la compassion à toutes ces parties de nous qui essayent de faire de leur mieux pour faire en sorte que nous puissions vivre et fonctionner et faire ce qu'il nous faut faire. Et même si c'est éprouvant, si c'est difficile, la personne fait de son mieux. Et le fait de reconnaître cela, d'y amener de la gratitude et de la compassion à l'intérieur, je suis bien consciente que c'est difficile, mais si nous pouvons juste être plus compatissants envers nous-mêmes, eh bien, cela est aussi vraiment le début de la guérison, le début de quelque chose, parce que nous avons ce pouvoir de guérir en nous. L'IFS dirait que c'est le self qui guérit. En théorie polyvagale, on dirait que le vagal ventral guérit. En EMDR, on tente de changer la façon dont le cerveau fonctionne et dont il est configuré, dont il agit. Et donc, nous avons le pouvoir de nous guérir nous-mêmes. Oui, je suis à 100% d'accord avec toi, Florence. Vraiment, oui, je suis totalement d'accord. Eh bien, Aurore, merci. Je vous en prie. C'est vraiment un plaisir de vous donner un petit aperçu de quelques miettes de compréhension qui pourront peut-être vous aider. Alors, il y a une question de Shadia. Alors, juste une seconde. Je vais tenter la question est un peu longue. Elle a une cliente qui ne peut pas avoir d'enfant et qui n'a pas fait le deuil ni d'une grossesse ni d'un enfant. Et depuis, elle a développé une phobie importante des insectes. Et cette patiente se réfère à la volonté de Dieu, cependant elle est très en colère contre elle-même. Comment nous pouvons l'aider? Alors, c'est assez délicat, hein? Cette question, elle n'est pas simple, parce que je dirais qu'elle a vraiment besoin de se faire aider. Cette personne, se faire aider par un professionnel, parce que si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et que la personne ne peut pas faire le deuil, cela devient difficile de le faire tout seul. Et même si, je sais pas, qu'en penses-tu, Tracy? Eh bien, d'après ce que j'entends, si on revient au sujet du début de cette discussion, quand nous avons évoqué simplement la communication, il semblerait que cette personne ait vécu vraiment quelque chose d'éprouvant. Et tu sais, nous ne naissons pas simplement avec des problèmes de comportement ou cognitifs ou émotionnels, quel que soit le symptôme. Nous ne naissons pas dans le monde de cette façon-là, à moins d'avoir une anomalie génétique. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est vraiment tout mon cœur. J'envoie tout mon cœur à cette personne parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à cette femme, mais quelque chose est arrivé. Donc j'aimerais vraiment lui envoyer beaucoup de compassion. Et je suis d'accord avec toi, Florence, il s'agit vraiment de témoigner beaucoup de compassion envers ce qui arrive à cette personne plutôt que de juger cela comme étant vraiment un peu étrange ou incongru. Juste se dire que waouh, cette personne, elle a vraiment traversé des épreuves. Et en effet, Florence, je lui suggérerais d'aller travailler avec un ou une professionnelle qui pourra lui permettre de travailler sur différents scénarios et il est possible que son passé continue à s'inscrire dans le présent et c'est comme si ces comportements présents sont issus de cette dérégulation physiologique ou cette dérégulation dans son système et ce serait vraiment un bon moyen pour elle d'avancer en allant chercher des conseils professionnels et je n'aime pas vraiment apporter de feedback
professionnel pendant un webinaire comme celui-ci, eh bien, si la personne qui pose la question est dans le domaine de la thérapie, eh bien, posez la question à votre superviseur et vraiment entrer en contact avec ces difficultés que cette personne a dû traverser et voyez si cette personne peut aller chercher de l'aide professionnelle. Alors, j'ai une question de la part d'Angélique qui dit « Il me semble que les femmes ont plus souvent honte de parler de leur traumatisme, car elles semblent se confronter encore à des silences de la part de la société. » Mais d'un autre côté, il y a des blocages du côté des femmes. Ce n'est pas que la société, il y a aussi toutes ces choses que nous portons encore à l'intérieur de nous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cela? C'est vrai, ce que nous dit Angélique. Oui, et tu sais, c'est là que ça commence vraiment à devenir intéressant en termes de... Tu sais, pour... les femmes, il faut qu'elles s'intéressent à ce qui a pu se passer, ce qui a pu arriver à leur mère, leurs ancêtres, leurs grands-mères, parce que certains types de socialisation, disons, parlons d'une femme qui, par exemple, est normale, entre guillemets, et a un blocage dans un certain domaine de sa vie, il est probable, c'est pas à 100% sûr, mais il est probable que cette femme ait certaines croyances avec lesquelles elle est née, mais qui lui ont été transmises le long de sa lignée. Donc, que cela ait été implicite ou explicite, ça a dû appartenir à la mère, au père, à la grand-mère, au grand-père, à leurs parents, et on peut remonter encore bien plus loin. Donc, quand cela est encore renforcé en fonction du pays, ça dépend du pays où on habite, mais cela peut être renforcé par le système patriarcal, misogyne, dans lequel on vit, etc. Donc, quand il y a ces différents facteurs qu'on ajoute les uns aux autres, eh bien, quand on fait du travail clinique sur une personne, de clinicien, il s'agit d'examiner tout cela. Est-ce qu'il y a des croyances qui ont été transmises le long de la lignée? Et ensuite, de quelle façon la personne a été socialisée? Comment elle a grandi dans la société? Et oui, il y a des façons de surmonter cela. En général, ça se fait par un travail thérapeutique ou bien en allant lire certains livres. Et les thérapeutes qui vont participer au congrès proposent plein de processus différents. Voilà, je crois que Florence, je t'ai perdue. Je ne te vois pas. Ah, ou bien ton audio est désactivé plutôt. Désolée, en effet. Voilà, j'ai rétabli mon micro. Je suis de retour. Voilà, donc c'est ça que je répondrais. Ça devient complexe à un certain moment. Et c'est pour cela que le côté traumatisme inter ou transgénérationnel est aussi un aspect important parce que ces socialisations qui se passent au sein de la famille sont fortes, sont solides, sont costauds. Il y a dans beaucoup de familles, les femmes portent cette croix sur leur dos. Je sais que ça a été mon cas dans le passé. Donc c'est pour ça que je dis que ça demande du travail avec des spécialistes pour aller vraiment investiguer ces croyances profondément ancrées au sujet de soi, particulièrement chez les femmes. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? À quoi on est autorisé? Et est-ce qu'on a droit au chapitre? Est-ce qu'on a voix au chapitre, par exemple? Oui, merci. Il y a une question qui est très générale. On en a parlé un petit peu au départ, mais je pense que ce serait intéressant d'aborder cette question. Y a-t-il des spécificités des manifestations des traumas chez les femmes? Et y a-t-il des spécificités d'accompagnement thérapeutique que nous pouvons leur apporter, leur fournir? Eh bien, je pense que je suis pas sûre de tout à fait comprendre la question, mais je vais essayer de répondre. Donc, est-ce que cette personne nous demande, y a-t-il des... En gros, ça veut dire, est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques que nous retrouverons chez les femmes, mais que nous ne retrouverions pas chez un homme? Et y a-t-il une façon spécifique de venir en aide aux femmes sur le plan thérapeutique, sur le plan traitement? D'accord, je vois. Eh bien,
Tu sais, comme Janina Fisher aime à le dire, quand on regarde des choses comme les insomnies, les problèmes d'humeur, la dérégulation émotionnelle, les troubles alimentaires, la liste continue, eh bien, ces symptômes-là sont des symptômes qui sont fondamentalement la façon qu'a le corps de montrer s'il y a eu des traumatismes ou de l'adversité vécue dans le passé de la personne. Donc, ce que nous disons, c'est que c'est comme une sorte de souvenir implicite qui engendre l'insomnie, le trouble alimentaire, le manque d'énergie. Tu sais, il y a énormément de symptômes et ces symptômes-là sont aussi très présents chez les hommes. Il y a énormément d'hommes qui ont une multitude de symptômes identiques qui sont aussi issus de traumatismes qui ont dérégulé leur système nerveux s'ils n'ont pas été traités. Donc, par rapport à la deuxième partie de la question, oui, il y a bien sûr de nombreuses façons dont les thérapeutes du trauma, thérapeutes qui ont été éduqués au trauma, peuvent travailler avec différents symptômes en fonction de leur nature, parce que en réalité, ce ne sont que des symptômes qui indiquent une dérégulation ou dysrégulation plus profonde. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas thérapeutes, ce que ça veut dire, c'est que parfois, pas toujours, mais parfois, quand le traumatisme se produit, il peut se stocker sous forme de mémoire ou souvenir dans le corps. Pas chez tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent des traumatismes, mais qui n'ont pas de symptômes. Notre système nerveux traite la chose et ça continue. Et notre vie continue. Mais parfois, pour certaines personnes, c'est comme si le souvenir se retrouve, on se retrouve figé dans le passé. Et ce qui se passe, c'est que ce passé se reproduit dans l'ici maintenant et donne naissance également à toutes sortes de symptômes qui se manifestent. Et il y a énormément de thérapies, que ce soit l'IFS, que ce soit la psychothérapie sensorimotrice, que ce soit le MDR, même pour certaines personnes, certaines thérapies cognitives comme la TCC ou d'autres, peu importe vraiment le nom de la thérapie, je crois que ce qui compte pour guérir le traumatisme et l'adversité, c'est cette relation avec le thérapeute et aussi la relation qu'a le thérapeute envers lui-même. C'est-à-dire que le thérapeute doit avoir suffisamment fait de travail sur lui-même. Je ne sais pas comment c'est dans ta pratique à toi, Florence, mais tu sais, par exemple, pour ma formation à moi, je crois qu'une des plus grandes influences sur ma formation, ça a été de faire du travail très profond sur moi-même. Je ne suis pas capable d'aller traverser avec quelqu'un sa douleur obscure si je n'arrive pas à passer du temps avec ma propre douleur obscure. Et je suis pas encore allée au fond de la chose. Je suis encore en chemin, même en tant que thérapeute, par rapport à mes propres ténèbres. Mais ce que je sais, c'est que je peux maintenant héberger des choses très très obscures dans mon propre corps sans qu'elles ne viennent me déréguler. Et c'est ça qui m'aide à traiter mes clients et mes patients. Donc, choisissez votre thérapeute avec sagesse. Parce que parfois, quand je suis en silence, ou peut-être toi, Florence, quand tu restes simplement assise en silence, je suis pas en train de réparer quelque chose, d'appliquer la dernière stratégie. Ce dont on parle ici, c'est notre capacité à être assis simplement en contact avec la douleur de l'autre, sans partir dans mes propres pensées, sans devenir dérégulé moi-même, mais en étant pleinement présent. Et le système de la personne sent la sécurité de cette présence. Et c'est comme ça, en vérité, que nos systèmes commencent à guérir. Donc, il y a quelque chose qui est présent, qui se passe par là, qui se passe dans ce sens-là. On a parlé d'abord donc de la relation à soi et ensuite la relation à l'autre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et qu'en tant que thérapeute, il est très important de faire notre propre travail, consistant à se guérir soi-même, à aller dans ces blessures profondes, dans ces traumatismes profonds que nous avons nous-mêmes vécus et traversés. C'est absolument essentiel, en effet. Et c'est ça qui nous rend capables d'être là où en est la personne, parce que ça veut dire parce que nous aussi, nous l'avons traversé, nous avons passé par là. Tout à fait. Et il y a aussi cette notion, je ne sais pas comment c'est dans ta pratique à toi, mais parfois dans ma pratique,
il y a certaines personnes qui se disent: «Ah, là, ce thérapeute, il est probablement totalement éveillé, il a plus aucun problème». Non, 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 j'en ai plein des problèmes, nous en avons tous des problèmes, ça fait partie d'être un humain. Mais par contre, ma relation à certaines choses est différente, ma façon de me mettre en rapport avec ces choses est différente. Donc, à nouveau, il s'agit de briser, on pourrait dire, cette croyance qui nous dit que les thérapeutes ont tout résolu, tout travaillé, tout traversé. Parce que, tu sais quoi, en tout cas, dans mon vécu, ce n'est pas vrai. Et je crois vraiment que ça s'applique à tous les thérapeutes, dont les plus renommés au monde d'ailleurs. Oui, et je pense que c'est la même chose pour les parents aussi. Quand on a un parent qui nous amène un enfant, je ne sais pas si tu travailles avec des enfants, moi c'est mon cas, quand les parents amènent leur enfant et on voit qu'il y a un problème, mais il est important d'intégrer l'entier de la famille et de guérir la famille en entier avant de s'atteler au problème qu'a vécu l'enfant, parce que c'est vraiment important que tout le monde fasse son travail, on pourrait dire. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus, Florence. Alors, j'aimerais vous présenter en quelques mots le programme du congrès parce que, alors, je sais que pour certaines personnes, c'est un peu difficile parce que oui, c'est un congrès payant, vous devez payer pour y assister. On aimerait beaucoup vous le présenter gratuitement, mais cela n'est pas possible. Ça demande beaucoup de travail. Nous avons des conférenciers et des conférencières, pardon, extraordinaires. Mais je sais que c'est vraiment important quand même de donner aux personnes un aperçu de ce que contiendra ce congrès. Ça vous donnera la possibilité de peut-être aller regarder un peu le programme pour vous-même et en découvrir un peu plus au sujet de ces conférencières par vous-même. Il y a parmi les conférencières beaucoup de gens que nous ne connaissons pas en France. Et je sais que ces personnes sont vraiment géniales. Mais les personnes que nous connaissons plus ou moins, c'est par exemple Janina Fischer, en tout cas dans le domaine thérapeutique. Janina Fischer a d'ailleurs participé à notre congrès d'avril. Il y a aussi Pat Ogden qui était présente, qui est bien connue dans le domaine de la psychothérapie dans le domaine somatique par la psychothérapie sensorimotrice, mais il y a aussi plein d'autres personnes que nous ne connaissons pas vraiment. Donc, Tracy, est-ce que tu aimerais nous mentionner un détail au sujet d'une ou de l'autre, de l'une ou l'autre de ces femmes, en disant, ouais, alors cette conférence-là, il faut absolument la voir, par exemple. Oui, eh bien, il y en a tellement qui me viennent à l'esprit dont j'ai envie de parler pendant des heures avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai pas le programme entier sur mon ordinateur, mais simplement par rapport à ce que j'ai déjà dans la tête, nous allons commencer par une conversation vraiment profonde donc avec moi-même et ma co-animatrice, Dr. Ebony Webb, et une femme qui s'appelle Susie Orbach. Alors, Susie Orbach est une psychanalyste estimée et acclamée, renommée au Royaume-Uni. Elle a C'est vraiment quelqu'un qui a commencé à travailler sur les thématiques liées aux femmes dans les années 70 déjà, dans les années 80. Et en plus, elle et l'une de ses collègues et amies ont lancé un centre pour les femmes à Londres et à New York. Je crois que c'était à la fin des années 70, au début des années 80. Je crois que les dates sont justes, je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que oui. Donc, je veux dire, c'était totalement pionnier, ça. Je veux dire, c'est vraiment une des avant-gardistes de la thématique des femmes. Et ça va être notre toute première interview. C'est aussi une psychanalyste avec une immense expérience. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie. Si vous ne connaissez pas Susie Orbach ou son travail, eh bien, googlez-la, trouvez ses livres. Elle a écrit des livres au sujet des problèmes qu'affrontent les femmes dès le départ. Il y a bien, bien longtemps de cela. Elle a aussi joué un rôle très important avec d'autres personnes également. Pour commencer, elle a lancé par exemple ce qu'on a appelé l'école relationnelle, Relational School, et ça c'était l'idée d'intégrer le lien à la psychanalyse, parce qu'à l'époque la psychanalyse c'était un peu comme on imagine Freud, nous on est assis, le patient est allongé et on n'est pas en lien avec lui en tant que psychanalyste, alors que elle avec d'autres thérapeutes du Royaume-Uni ont vraiment intégré l'élément relationnel à la psychanalyse. Donc voilà, ça va être vraiment super captivant.
Et je veux dire, il y en a tant d'autres. On a, alors, on a Efu. Alors, Efu, c'est mon... Je me souviens plus de son nom de famille, parce que je l'appelle toujours Efu. Ah, tu parles d'Euphrasia Niaki. Exactement, Euphrasia Niaki. Alors, Euphrasia, c'est une incroyable clinicienne spécialisée en somatic experiencing. Elle est née en Afrique, elle a déménagé au Brésil ensuite, et elle intègre le trauma, les croyances, elle est très intuitive, et je crois qu'elle incarne véritablement, j'ai envie de dire, l'esprit africain. Je veux dire, moi-même, à la base, je viens d'Afrique, donc quand je vois Euphrasia, je vois vraiment une guérisseuse incroyable. Donc dans sa présentation, vous allez voir beaucoup de choses que vous n'apprendrez peut-être pas ailleurs, parce que son approche est très incarnée, d'accord? C'est pratiquement ancestral, on pourrait dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment forcément prouver par des recherches universitaires, mais elle va nous les présenter telles qu'elle les pratique. Ensuite, il y a... Oui, j'aimerais juste ajouter que... Alors, comme je l'ai mentionné au départ, je ne sais pas si tout le monde était présent, nous n'allons pas pouvoir interpréter en direct toutes les conférences, étant donné que certaines conférences se passent de façon simultanée, en même temps qu'une autre. Donc, par exemple, cette conférence d'Euphrasia Niaki sera interprétée en différé après la fin du congrès, mais par contre, vous pourrez l'écouter en direct en anglais, si vous êtes capable de comprendre l'anglais. Donc voilà, ce ne sera pas traduit directement, mais ce sera traduit au cours de la semaine suivante. On a dû faire un choix parce qu'il y avait toutes ces conférences qui se passaient à la même heure. Donc, à l'heure où parlera Euphrasia Niaki, ce sera la conférence de Cathy Steele qui sera diffusée en français, qui va parler de la honte au cœur des abus sexuels chez les femmes. Donc voilà, on a dû choisir entre plusieurs thématiques et c'est comme ça qu'on a procédé. Et par rapport à ces aspects techniques également, vous trouverez toutes les conférences sur notre portail qui s'appelle Thinkific et vous aurez un login et vous pourrez directement choisir la conférence du congrès en ligne que vous choisirez. Et par rapport à la question des certificats, oui, il y aura un certificat de participation qui sera issu autant chez Quantum Way que chez PC. Donc ne vous faites pas de soucis au sujet de ces certificats. Oui, alors par rapport à Cathy Steele, alors je veux dire, on a énormément de grands noms dans ce congrès, et vraiment ça m'enthousiasme totalement. Je veux dire, Cathy Steele, par exemple, elle a écrit des livres sur la dissociation structurelle avec Suzette Boone, notamment, et avec aussi Nee Hayes, j'ai oublié son prénom, Ellen Nejihus, et donc, par rapport à la chose principale qui se passe, c'est que, en fait, il peut se passer une fragmentation lors d'un traumatisme. Si le système de la femme est prédisposé à cela. Donc, le travail de Cathy Steele va vraiment intégrer ce modèle et normaliser le fait que quand il arrive un événement atroce à une femme ou à un homme d'ailleurs, eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que elle va nous présenter un modèle qui nous permet de conceptualiser certaines parties de nous-mêmes et apprendre à comprendre que les parties de nous qui se sont figées ou qui ont eu envie de fuir ou qui s'effondrent eh bien que toutes ces réponses sont des réponses normales, des réactions normales qu'on vit quand on traverse un traumatisme. Donc j'ai vraiment hâte d'entendre sa présentation et elle va aussi intégrer le rôle de la honte dans ce qui se passe à ces moments-là. Et je crois que vous recevrez ainsi un très bon modèle vous permettant de mieux vous comprendre ou de mieux comprendre vos patients et patientes quand ils traversent ce genre d'état et de situation. Oui, alors les gens nous demandent est-ce qu'on pourra choisir la conférence qu'on veut entendre? Alors oui, vous pourrez toujours choisir, mais il y en aura pour les conférences qui se passent simultanément, il y en aura une seule des deux qui sera traduite en français. Voilà. Et donc, ensuite, mais par contre, dans le pack du congrès, eh bien, vous aurez en rediffusion
toutes les conférences qui auront été traduites en français, soit en direct, soit en différé. Et étant donné que c'est quelque chose qui se passe à l'international et à l'échelle planétaire, nous commençons assez tard dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'on commence à 15 heures, heure de Paris, 14 heures, heure de Londres, mais c'est de cette façon-là qu'on peut intégrer les participants états-uniens à participer au congrès. Donc c'est pour ça que ça se passe entre 15 heures et 23 heures pour les Français ou l'heure de Paris. Donc, ça, c'est pas habituel pour nous. En général, c'est plutôt de 8 heures à 17 heures, par exemple. Mais voilà, on vient de nous expliquer la raison de ces horaires. Alors, on ne va pas pouvoir vous présenter le programme en entier. Vous le trouverez sur notre site Internet, à la fois en anglais et en français. Vous pouvez aussi vous inscrire en français ou en anglais, des deux côtés. Donc, mon espoir, c'est que vous allez nous rejoindre. Si vous le faites, je crois que c'est jusqu'à vendredi que ça va durer, vous avez un tarif préférentiel, donc dépêchez-vous si cela vous intéresse. Le prix est vraiment intéressant parce qu'il y a 17 conférences par 17 conférencières différentes qui sont vraiment des expertes de leur domaine, de leur discipline. Je crois que le domaine du traumatisme est tellement immense, il y a tellement de choses à dire que on pourrait... je veux dire, en avril, on vous a donné accès à 35 conférences en un seul congrès et ça n'a même pas suffi à couvrir toutes les thématiques. Tout à fait. Et Florence, juste pour ajouter quelque chose à ce sujet, quand vous vous inscrivez, ça vous donne accès, par exemple, ça vous donne accès à différents bonus. Par exemple, un atelier de Janina Fischer qui dure 6 heures et ça vous donne aussi accès à d'autres sessions en bonus. Par exemple, une conférence du docteur Rachel Yehuda qui va parler de l'épigénétique, de l'Holocauste et du traumatisme et de la façon dont ce qui s'est passé il y a presque 100 ans maintenant a un impact sur notre biologie et dans certains cas sur notre génome. Donc c'est assez intéressant. C'est assez théorique, c'est assez scientifique en tout cas. Mais même si on ne comprend pas tout, on comprend, il y a quand même on peut en retirer certains apprentissages fondamentaux. Donc, il y a certaines recherches qui nous montrent que le travail que nous faisons en tant que thérapeute peut vraiment inverser les effets du traumatisme. Et cela a été prouvé par des recherches épigénétiques, ce qui est vraiment intéressant. Et il y a aussi un deuxième bonus. Alors, Dr. Judith Herman, elle ne va pas pouvoir être avec nous en direct. Elle est en train d'écrire un livre actuellement. Elle s'est excusée pour son absence, mais voilà, on a quand même sa conférence de l'an dernier. Si vous ne connaissez pas Judith Herman, c'est la mère, la grand-mère que nous remercions vraiment pour son travail qu'elle a réalisé sur le côté omniprésent du traumatisme pour les femmes, violence conjugale, domestique, familiale, violence sexuelle, violence physique, violence émotionnelle. Je crois que c'était dans les années 70 et dans les années 80 que ça a déjà commencé. Et Janina Fischer a été étudiante de Judith Herman. Donc, il y a Janina Fischer qui sera avec nous, mais il y a Judith Herman qui est vraiment une de ses précurseurs, qui nous parlera de justice et de trauma des femmes. Donc, voilà, ça c'est voilà, ce sera les bonus. Alors, les 6 heures de l'atelier de Janina Fischer ne seront pas accessibles aux francophones, malheureusement, parce que on n'a pas eu le temps de le traduire encore. Mais nous le présenterons plus tard, je pense, sous la forme d'un cours en ligne. En revanche, nous allons donner comme bonus une conférence de Janina Fischer qu'elle nous a donnée lors de notre sommet d'avril. Et par contre, la conférence de Judith Herman sera aussi traduite et fera partie des bonus. Donc voilà, les auditeurs francophones auront quand même droit à 3 ou 4 bonus. Alors les gens disent, est-ce qu'ils peuvent choisir certaines conférences et juste payer les conférences qu'ils choisiront? Non, hélas, ce n'est pas possible. Vous devez vraiment acquérir le congrès en entier, mais sachez qu'une fois que vous l'aurez, eh bien, vous pourrez
décider soit d'y avoir accès en rediffusion illimitée, donc il faut payer 50 € de plus pour cela, mais cela vous donne accès à la rediffusion du congrès en entier en durée illimitée. Vous pourrez ainsi réécouter les conférences, les bonus, toutes les fois que vous le souhaiterez, où vous voudrez, quand vous voudrez, jusqu'à quand vous voudrez. Donc ça, c'est vraiment disons un avantage considérable par rapport à ce petit supplément qui vous est demandé. Et sinon, la rediffusion, c'est 45 jours avec le prix standard. Alors, il est déjà 19h15 en Europe. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je suis vraiment très heureuse que nous ayons eu cette discussion et que nous ayons pu parler de ce congrès. Et même si vous ne pouvez pas y assister, eh bien, cela vous a quand même donné une sorte d'avant-goût et peut-être que certaines des thématiques que nous avons abordées vous ont permis de comprendre et conscientiser certaines choses et vous allez pouvoir vous en servir dans votre vie. Nous allons de toute façon continuer à évoquer le traumatisme, à organiser des webinaires dont certains seront gratuits et des événements en ligne qui ne seront pas tous payants. Donc voilà, ça ne va pas être le seul congrès qui va aborder le traumatisme, mais ce congrès est vraiment très spécial, en particulier parce que nous le faisons avec PC UK et avec toi, Tracy. Je suis vraiment très, très heureuse de ce partenariat. Eh bien, moi également. Et j'aimerais te remercier à nouveau de m'avoir invité à participer à ce rendez-vous, cette discussion. Ça a été un très grand plaisir pour moi d'être là et aussi pour faire écho à ce que tu as dit. Si vous pouvez nous rejoindre, c'est fantastique. Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, eh bien, j'espère que vous avez pu acquérir certaines informations qui vont vous servir. Je crois qu'il y a énormément de possibilités différentes de commencer à guérir la société et en particulier en lien avec le destin des femmes dans la société et de pouvoir vraiment changer les façons obsolètes dont les femmes ont été socialisées jusqu'ici. Donc même si vous avez simplement pris conscience de cela au cours de cette discussion, c'est déjà le début de quelque chose de génial. Oui, et tout sera traduit en français. Quelqu'un nous demandait, non, toutes les conférences toutes les séances seront, au bout du compte, traduites en français. Certaines seront traduites en direct et d'autres seront traduites en différé. Mais si vous achetez le pack, toutes les conférences seront en français. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Un merci très spécial à toi, Tracy. Merci, Anne-Laure. Nous ne l'entendons pas, Tracy et moi. Merci, Anne-Laure. Mais elle est là. Oui, c'est extraordinaire. Très bien. Merci, elle fait un super travail, je le sais. Et ce sera elle qui va traduire les conférences entre 15h et 23h la semaine prochaine. Donc, déjà, un grand merci anticipé à Anne-Laure pour son travail. Et nous espérons te revoir. Eh bien, nous savons que nous allons te revoir bientôt. Oui, en effet, pendant le congrès. Et je sais que ce n'est pas la première chose. Je sais que ce n'est pas la dernière fois que tu participes à nos rencontres de Quantum Way parce que nous avons énormément de choses que nous aimerions partager avec toi. Oui, et de mon point de vue à moi également, nous sommes vraiment très heureux de notre partenariat avec Quantum Way et s'il y a des choses que nous pouvons faire pour nous rapprocher de la France et de l'Europe en dépit de la politique, eh bien, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous rassembler, nous réunir en tant que communauté de thérapeutes et de personnes intéressées par nos entreprises, ce que nous faisons. C'est vraiment important, en effet. Et ça ne s'adresse pas qu'aux thérapeutes, mais à toutes les personnes qui cherchent une occasion d'accéder à ces conférenciers et conférencières merveilleux et merveilleuses, même s'ils ne sont pas thérapeutes, certaines personnes du public. Voilà. Bonne soirée pour les Européens, bon après-midi pour la côte Est et le Québec et à bientôt. Très bien, au revoir à tout le monde et un très grand merci. À bientôt.